duo de l'innovation. Et pour changer, nos duos ne sont pas des duos. C'est ça l'innovation, hein, ça change tout le temps, hein, voilà là-dessus. Et j'ai le plaisir d'accueillir Xavier Corré, attaché de conservation au Musée d'Histoire de Marseille, qui va nous parler de projets de numérisation d'objets. Bonjour à tous, je suis effectivement Xavier Corré et je suis chargé des collections au Musée d'Histoire de Marseille et plus particulièrement des collections antiques du musée. Alors, je vous prie d'excuser mes collègues. Fabrice Martinez de la société Mercurio n'a pas pu être là pour des raisons indépendantes de sa volonté, mais il sera sur le stand en fin d'après-midi et demain. Donc, pour tout ce qui sera question technique, il ne faudra pas hésiter à revenir vers nous à ce moment-là. Moi, je suis plutôt du côté patrimonial et culturel. Le projet qu'on va vous présenter aujourd'hui est un projet qui a été développé en partenariat donc avec la société Mercurio Imaging et le Musée d'Histoire de Marseille et qui a bénéficié d'une bourse du ministère de la Culture et de la Communication, ce qu'on appelle les bourses SNI, donc Services numériques innovants. Le support de cette innovation technologique est un objet que nous conservons au Musée d'Histoire de Marseille, qui est ce bloc parallélépipédique que vous voyez ici en vitrine, qui est un élément qui est en calcaire de Marseille et qui mesure à peu près 2 mètres de long sur 50 cm de haut et qui présente la particularité d'offrir un certain nombre de graffitis qui sont tous imbriqués les uns sur les autres et ce qui rend leur lecture et leur exploitation particulièrement difficile. Lorsqu'il avait été découvert en 2001, il y avait déjà eu une prouesse de la part des archéologues d'avoir réussi à éditer un relevé des graffitis de ce bloc, mais ce relevé n'était pas exhaustif et demandait encore un certain travail d'étude et de recherche sur ce bloc. Mais il a été présenté en 2013 pour la première fois au Musée d'Histoire de Marseille quand il a été rénové. Et depuis 2013, on a cessé de passer devant la vitrine, devant ce bloc, et à nous dire non, la solution de médiation qu'on a ne suffit pas, ne convient pas, il faut qu'on l'améliore, il y a encore des choses à voir, il y a encore des choses à dire, et donc il faut qu'on trouve une solution. Malheureusement, cette solution, elle n'existait pas encore, et les chercheurs qui avaient établi déjà ce premier relevé nous disaient mais vous allez avoir beaucoup de mal avec des méthodes classiques à traiter ce bloc tel qu'il devrait l'être. Une première solution d'exploitation de ce bloc ou de nouveaux regards sur ce bloc a commencé à poindre en 2018 quand on a découvert au Musée d'Histoire de Marseille la technologie de la réflectance, la RTI, donc pour Reflectance Transformation Imaging. Et c'est une technique qui permet de rééclairer en fait des objets numériques. Alors, je vous montre ici un exemple. Voilà, vous voyez ces graffitis, par exemple, sur le bloc, qui sont quasiment invisibles dans le musée avec une lumière normale, et qui, là, par le biais de cette évolution de la lumière sur cette modélisation, eh bien, sont rendus un peu plus visibles. Ce que vous voyez ici, c'est un bateau. C'est une partie de bateau qui est représentée. Et ces bateaux sont assez proches des bateaux antiques qu'on peut retrouver sur les vases grecs du VIe siècle avant notre ère, ce qui fait que les archéologues ont pu dater en 2001 ces blocs comme ayant des dessins qui dataient de la fin du VIe siècle avant notre ère. Je vous rappelle que Marseille est la plus ancienne ville de France, qu'elle a été fondée en 600 avant Jésus-Christ, et que du coup, le bloc sur lequel se trouvent ces graffitis, eh bien, ce bloc faisait vraisemblablement partie d'un édifice qui a été construit dans les premières décennies de la ville de Marseille. C'est pour vous dire tout l'intérêt historique que nous avons et patrimonial à essayer de déchiffrer un peu ce bloc. Et donc, ces blocs étaient tellement illisibles qu'il a fallu trouver un nouvel outil, et ce nouvel outil est arrivé avec la RTI. Il y avait toutefois des verrous qui se posaient à cette technologie, c'est-à-dire que cette
cette technologie du RTI est particulièrement adaptée pour les objets de petite dimension, puisque les images qui sont produites dans ce cadre-là sont créées à partir d'un DOM. Vous pouvez en voir un ici, un DOM qui permet de prendre des images fixes, mais avec une variété d'angles de flash. Par exemple, sur ce DOM, vous avez 64 flashs, et donc ce qui permet d'éclairer sur ce bloc une même partie, mais avec un éclairage 64 fois différent. Et autant, quand on peut mettre un objet sous le DOM, on peut avoir un seul et assez rapidement une seule photogrammétrie de cet objet en 3D. Quand on a des objets qui sont plus grands que les DOM, c'est un peu plus compliqué. Et on ne peut pas aller vers des DOM trop grands parce qu'après, on a une trop grosse déformation de la lumière. Donc l'idée était, sur un bloc de 2 mètres de long, de faire une photogrammétrie de ce bloc, mais une photogrammétrie x64, c'est-à-dire d'avoir déjà à peu près, comme vous voyez, 184 zones qui ont été photographiées, l'équivalent d'une page A4. Et sur ces 184 pages, il y avait à la fois 64 photos avec des couleurs différentes, des lumières différentes qui étaient prises. Ce qui nous a donné, vous voyez les chiffres, 11 776 photos qu'il a fallu fusionner et 12 heures d'acquisition. Et ce sont ces éléments-là qui étaient le verrou technologique qu'on avait sur cette technique du RTI. Alors, malgré le confinement, malgré les difficultés en tout genre, eh bien, on a réussi à casser ce verrou. Et ce succès, on le doit à 2 génies. Et je le dis d'autant plus qu'ils ne sont pas là, donc c'est plus facile pour moi de parler d'eux comme ça. Eloa Gaté de la société Mercurio et Federico Ponchio du CNR italien à Pise, qui, à eux deux, ont eu des discussions auxquelles j'ai pu assister, où je me sentais tout petit, minuscule, je ne comprenais rien. Ils avaient le cerveau qui allait 20 fois plus vite que le mien. Et ils utilisaient un langage que je ne comprenais absolument pas. Et à eux deux, ils ont réussi donc à lisser cette mosaïque de 184 photos et à obtenir un bloc comme ça, qui est rééclairable et qui est zoomable, donc dans lequel on peut zoomer à distance assez fortement pour aller jusqu'à un degré de précision proche de la texture de la matière. Vous voyez ici, par exemple, un petit détail de ce bloc, une figure humaine, et vous voyez à quel point on peut aller loin. Et le deuxième verrou qui a été développé par la société Mercurio et par Federico Ponchio a été de créer un outil d'annotation de ce bloc, ce qui permet aux scientifiques notamment de pouvoir retravailler et de poursuivre l'étude de ce bloc et finalement de lire un peu différemment ou de compléter le premier relevé de 2001. Vous avez ici, par exemple, cet outil d'annotation. Eh bien, il permet d'identifier, d'isoler des objets. Vous avez des bateaux, par exemple, ces fameux bateaux grecs qui sont propres aux phocéens, ceux-là. Eh bien, par exemple, les deux rames arrière du bateau n'avaient pas été repérées lors du premier relevé de 2001. Et avec l'outil qu'on a, on a pu le mettre en évidence. De la même manière, vous avez ici une figure. Alors, je vais le mettre avec le doigt. Vous avez ici une figure qui, dans le premier relevé de 2001, avait un nez plutôt fuyant et qui semblait appartenir à un bateau. Eh bien, la possibilité de zoomer et de voir avec différents éclairages ce bloc nous a permis de redessiner le nez du personnage et d'avoir un nez courbe et éventuellement, et le dos aussi est courbe finalement, et d'avoir finalement peut-être, c'est une piste de travail, mais d'avoir plutôt un griffon qui est un animal emblématique de la cité des Phocéens qu'on retrouve par exemple sur les monnaies de ces Grecs. Le fait, toujours par le biais du confinement, nous a conduit à modifier notre fusil d'épaule quant à la médiation vis-à-vis de ce dispositif. Ce qu'on imaginait dans le musée sur une tablette à côté du bloc, eh bien, puisque le musée était fermé à cause du confinement, on a décidé de le mettre sur le web. Et l'objet en lui-même étant éloigné du musée, éloigné de ses vitrines habituelles pour des raisons d'études par rapport à d'autres blocs,
eh bien, on peut continuer comme ça à présenter ce bloc sur le site internet du musée, par exemple, et d'offrir à tout un chacun la possibilité de faire une expérience de visite. Vous avez par exemple des lettres ici grecques qui apparaissent et d'avoir des petits commentaires sur les différents petits points de vue qu'on a pu isoler. C'est quelques-uns des nombreux éléments qui sont représentés sur ce bloc. Alors, si d'un point de vue scientifique, vous l'avez vu avec les différentes relectures qu'on pouvait faire, on a réussi à aboutir à quelque chose d'extrêmement valide. Il fallait aussi, notre deuxième enjeu était de modifier la médiation vis-à-vis de ce dispositif. Et cette médiation, elle va être changée de la manière suivante, c'est que accessible sur Internet à tout un chacun, eh bien, elle est ouverte maintenant au grand public, c'est-à-dire que aussi bien les scientifiques du monde entier, les Américains, n'importe qui se passionne pour l'architecture navale grecque, qui se passionne pour l'épigraphie grecque, pourra travailler de chez lui à n'importe quelle heure du jour et de la nuit sur ce bloc, sans que le musée soit ouvert. Et en même temps, il y a une appropriation de la part du grand public de cet objet, puisque tout un chacun, avec le même outil, peut aller explorer cet objet et ce dispositif. Et on peut tout à fait imaginer que des personnes qui ne soient pas versées, qui ne soient pas considérées comme des experts scientifiques, puissent se prendre de passion pour ce bloc, puissent y passer des heures et des heures et des heures, et finalement proposer aux scientifiques de nouvelles lectures, de nouvelles hypothèses et pistes de recherche. Le bilan, et je finis très vite. Le bilan, eh bien, il est positif sur de multiples points. D'un point de vue du patrimoine, l'objet n'est plus déplacé, puisque maintenant, on n'a plus besoin de le déplacer pour l'observer, donc on évite les manipulations et donc les risques de détérioration du bloc. On peut, comme je le disais, le proposer à l'appropriation de tout un chacun. C'est le principe même du patrimoine. Pour la recherche scientifique, donc on l'a dit que c'était particulièrement intéressant pour développer la recherche, mais aussi on peut désormais, avec le verrou qui est cassé sur les grandes surfaces, on peut imaginer cette technologie du RTI appliquée maintenant à d'autres œuvres, comme des grandes peintures, comme des fresques, comme des parois ornées dans des grottes, un nombre incalculable maintenant. Un nouveau champ d'investigation s'ouvre à nous. Au musée d'histoire, on a déjà imaginé de pouvoir rechercher des signatures sur certains tableaux. Par exemple, on a imaginé pouvoir le réutiliser sur des tablettes en bois qui auraient pu conserver la trace de stylet incisé, par exemple. Et puis, donc, effectivement, ce que auraient mieux dit que moi mes partenaires de Mercurio, tout ce qui est open source et open data, c'est-à-dire que c'est complètement libre et partageable avec tout le monde. Et reproductible, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait imaginer que le RTI, la capture RTI qu'on a fait sur le bloc de l'Alcazar, on puisse la reproduire dans X années dans le cadre d'une conservation préventive, par exemple, pour voir si l'objet s'est détérioré, puisque chaque objet étant géolocalisé, entre guillemets, on pourra reproduire exactement la même imagerie. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup et on va passer maintenant à la séance de questions. Y a-t-il des questions ? Oui, bonjour. Je me demandais en fait vous aviez dit qu'à un moment il y avait un projet de valorisation in situ. Est-ce que là aujourd'hui il y en a un qui existe aujourd'hui, et de quelle manière vous pouvez sur place valoriser l'œuvre grâce à cette technologie ? Alors, le projet initial était d'avoir une tablette, par exemple, à côté du bloc. C'est-à-dire que sur la première photo, on voyait le bloc qui était dans une vitrine. Et le problème, c'est que quand en 2013, on a rénové le musée, on avait des grandes vitrines. Et dans ces grandes vitrines, on a à la fois un bloc qui fait 2 mètres de long et on a des monnaies, par exemple. Et donc, toute la difficulté était de jouer sur la lumière dans ces grandes vitrines. Là, du coup, pour le bloc, on avait édité le premier relevé de 2001 et on l'avait appliqué à côté du bloc. Mais les gens passaient finalement à côté, ne le voyaient pas. Et puis nous,
à force de passer, on voyait chaque fois des choses différentes par rapport à ce relevé. Et donc, on s'était dit, il faut qu'on fasse évoluer ça. Donc, l'idée de départ était d'avoir une tablette que les gens pouvaient manipuler à côté. Mais ce projet initial est en train d'évoluer, d'une part parce qu'on va appliquer et utiliser cette application dans le cadre d'une exposition en 2024 où on va lui donner une belle dimension. Et puis, il semblerait que d'autres blocs issus du même site présentent aussi des graffitis. Donc, il faut qu'on voit maintenant ce bloc avec des autres blocs qu'on envisage dans une globalité avant de pouvoir repartir sur une exploitation exclusive sur celui-ci. D'autres questions? Alors moi j'en ai une autre, c'est une question très mercantile. C'est comme le coût un peu de ce jumeau numérique, pour donner un ordre de grandeur aux gens qui voudraient se lancer dans cette numérisation. Et deuxième chose, le mode de financement possible? Alors, le coût, pour le coup, je vous inviterai à venir voir le stand et mon collègue, parce qu'ils sont en train d'industrialiser ce dispositif qui pourra permettre, ces petits dômes par exemple, vont permettre de modéliser en quantité un peu industrielle, hein, ou de manière industrielle un peu des monnaies, des choses comme ça. Nous, ça a été développé dans le cadre d'une expérimentation. Donc c'est un partenariat avec Mercurio qu'on a depuis un certain nombre de temps, où on met à leur disposition des outils, des objets du musée, des collections, pour qu'ils testent leur technologie. Et donc c'est gagnant-gagnant des deux côtés. Et donc ça veut dire que c'est un projet de recherche que vous menez avec la société Mercurio. Donc ça ne vous coûte rien, pas en argent. Non, nous, ça ne nous a rien coûté. Mais effectivement, Mercurio est en train de sortir ses premiers produits à la vente en ce moment même. Bon, bah écoutez, Ah, une autre question? Vous avez parlé de votre technologie, comme quoi elle va pouvoir se développer avec d'autres œuvres, notamment là je pense aux peintures par exemple. Comment vous allez faire pour l'adapter, parce qu'il y a des peintures qui demandent une certaine conservation au niveau de la lumière par exemple. Comment vous allez faire pour justement pouvoir la numériser sans potentiellement la dégrader? Alors là, ça va être un dialogue approfondi entre les techniciens de Mercurio et les conservateurs. Après, les ampoules qui sont utilisées pour les flashs, ce sont des ampoules LED, donc a priori qui abîment beaucoup moins ou qui génèrent moins d'impact sur les peintures. Mais tout ça, ça va être... on va essayer de le faire sur les peintures prochainement au musée. Donc, c'est des questions techniques qu'on espère pouvoir résoudre de bientôt. Une dernière question. Et du coup, votre outil de médiation, vous disiez qu'il y avait à la fois les experts et le grand public qui pouvaient y accéder et l'utiliser. Ça veut dire que tout le monde peut contribuer, il y a un lieu de contribution dessus, c'est ça? Alors, l'idée est effectivement d'avoir un outil collaboratif. Après, la collaboration, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place parce qu'il ne faut pas qu'on ait quelqu'un qui voit des petites voitures, par exemple. Ça serait un peu dommage. Donc, tout ça, ça demande à être réfléchi, à être complété, ce travail de plateforme collaborative. Mais Mercurio a développé une application spécifique sur les RTI. Et donc, c'est probablement à partir de cette application qu'on va pouvoir avoir ce travail de collaboration avec tout un chacun. Ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Je vous en prie, merci à tous. Et j'ai juste une dernière question. On vous retrouve où? En K10. En 4-10. En K10. Un peu plus loin par là-bas. Voilà, si vous avez envie de continuer cet échange, stand K10. Sur le site du Centre des Monuments Nationaux. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous.